Comme tous les mardis, vous retrouvez Noël Mamère et son invité. Et ce soir, Noël reçoit Jean-Baptiste Mallet. Il est journaliste et réalisateur, auteur de En Amazonie, une enquête sur le géant Amazon, parue en 2014. Enquête qui lui a valu le prix lycéen du livre d'économie et de sciences sociales. Il est également auteur du documentaire L'Empire de l'or rouge, diffusé ce soir sur France 2 à 22h50. De la Chine à l'Italie, en passant par les États-Unis et l'Afrique, cette enquête risque de vous dégoûter à tout jamais du concentré de tomates. Pendant 2 ans, j'ai mis ma vie entre parenthèses pour comprendre comment ce produit s'est imposé à toute l'humanité. J'ai découvert une tomate spéciale, différente de celle de nos salades. Une tomate que vous ne voyez jamais ronde et entière dans vos assiettes. Une tomate inventée par des généticiens pour répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire. Ces tomates sont des fruits très fermes. Vous pouvez les faire tomber, elles n'éclatent pas. J'ai découvert une industrie méconnue et fascinante. Une industrie née du succès de la gastronomie italienne et réinventée aux États-Unis par quelques hommes qui en ont fait un or rouge. En Californie, j'ai rencontré le plus grand dirigeant de cette filière, un multimillionnaire obsédé par la productivité. En Italie, j'ai vu des cueilleurs exploités. En Afrique, des producteurs ruinés. Depuis 2 ans, je collectionne les sauces, les jus, les soupes, les concentrés, la pulpe, les tomates pelées et les ketchup du monde entier. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle d'une simple boîte de conserve. C'est l'histoire parfois absurde de notre monde globalisé. De ces gagnants, de ces perdants, de ces femmes et de ces hommes qui nourrissent l'humanité sans toucher les fruits de leur travail. Bonsoir Jean-Baptiste Mallet, un documentaire remarquable réalisé avec Xavier Deleu, 22h50 ce soir sur France 2 à ne pas manquer, mais aussi un livre qui s'appelle, évidemment, qui porte le même titre, L'Empire de l'or rouge, aux éditions Fayard, qui vous a pris 2 ans et demi d'enquête. Et votre idée de vous attaquer à la tomate, qui ne paraît pas être un objet de première nécessité, et en tout cas qui arrose le monde entier, vous est venue en 2011, lorsqu'une conserverie provençale très connue, qui s'appelle le Cabanon, a été rachetée, non pas par n'importe quelle entreprise de l'agroalimentaire, mais par l'armée chinoise. Racontez-nous cela. Absolument. En fait, la Chine, à partir de 1949, a annexé un territoire à l'ouest de la Chine, qu'on appelait jadis le Turkestan oriental, qui s'appelle le Xinjiang. Et l'armée chinoise, pour coloniser ce territoire, a créé ce qu'on appelle le Bingtuan, qui est une entité militaro-agrico-industrielle. Et en fait, ce Bingtuan est devenu très puissant. Et un jour, je découvre effectivement que le Cabanon, fleuron français de la tomate d'industrie, est racheté par l'armée chinoise. L'histoire m'a un peu... À l'époque, je travaillais pour Le Ravi, qui est un journal alternatif à Marseille. Et bien évidemment, je n'avais pas les moyens de mener cette enquête, mais je rêvais. En fait, je suis allé sur place et j'ai vu des grands barils bleus, grands comme des gros barils de pétrole. Et je rêvais de mener cette enquête et de me rendre en Chine, de voir concrètement cette transformation, parce que ça me paraissait complètement fou. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui faisait ses conserves de tomates tous les étés, et de voir comme ça des barils venant de Chine pour produire sous marque distributeur, toute la grande distribution a acheté ces sauces tomates, en fait, le Cabanon, qui n'avait de provençal que le nom et qui contenait en réalité de la tomate chinoise. C'est le point de départ de mon enquête. Alors vous partez de Toulon pour vous retrouver à Urumqi, qui est la capitale du Xinjiang, qui est effectivement un territoire qui a toujours été sous la surveillance de la Chine, puisqu'il est peuplé, comme vous l'avez dit, de turcophones musulmans. Il y a eu beaucoup de répression, et c'est sans doute l'endroit de Chine dans lequel il y a le plus de laogai. Les laogai, c'est l'équivalent des goulags, et on fait travailler dans les plantations de tomates industrielles ces prisonniers.
Oui, du temps de la guerre froide, on parlait beaucoup du goulag. C'était une manière de clore une conversation sur le communisme. On parlait du goulag, c'était terminé. Aujourd'hui, ces goulags existent encore, mais ils sont totalement compatibles avec le capitalisme néolibéral, puisqu'en fait, beaucoup d'entreprises vont faire produire au Xinjiang des marchandises, et parfois, cette main-d'œuvre, effectivement, peut être mobilisée pour les travaux agricoles. Et la situation en fait en Chine aujourd'hui, et notamment au Xinjiang, est très méconnue des Occidentaux. On a très peu d'informations. C'est un territoire qui a été très longtemps fermé aux étrangers. Il est très compliqué d'aller y travailler comme journaliste et d'enquêter sur ces choses-là. Mais effectivement, je me suis rendu sur place et dans le film, on voit donc des cultures, des récoltes manuelles de tomates, puisqu'on récolte encore manuellement les tomates. Y compris avec des enfants. Avec des enfants, effectivement, dans les champs. Alors, on a des migrants de l'intérieur de la Chine qui viennent du Sichuan, qui viennent travailler. Il y a des Ouïghours également. Et en fait, bien évidemment, la première chose qu'on découvre, c'est que cette culture-là ne respecte absolument pas les normes sociales européennes. Et c'est un peu le paradoxe que je tire dans ce documentaire, c'est que avec le libre-échange, quand on fait venir des marchandises de l'autre bout du monde qui ne respectent ni nos normes sociales ni nos normes environnementales, eh bien en fait ça revient à piétiner toutes nos normes, parfois acquises par des luttes, des combats sociaux, et donc ce libre-échange est un bélier, une arme pour pulvériser ces normes, et donc c'est ce que j'ai voulu documenter en allant en Chine. C'est un argument supplémentaire d'ailleurs pour se dire que le CETA peut être encore pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Oui, absolument. En fait, souvent, quand je me suis lancé dans cette enquête, beaucoup de gens rigolaient et ne comprenaient pas trop pourquoi tu t'intéresses 2 à la ans tomate d'enquête sur la tomate. En réalité, bien évidemment, c'était une manière pour moi de raconter le capitalisme, et pour une raison qui est très simple, c'est que ce concentré de tomates, c'est la marchandise la plus universelle qui soit. Oui, parce toute l'humanité mange de la tomate. On la mange partout, y compris d'ailleurs en Afrique où vous êtes allé, c'est assez terrible. Mais puisque vous expliquez que c'est l'histoire du capitalisme à travers cette tomate, une sorte de concentré de la mondialisation dans ses effets les plus pervers, vous êtes allé aux États-Unis, bien sûr, puisque aux États-Unis, il y a une entreprise qui est connue dans le monde entier, qui s'appelle l'entreprise Heinz, qui fabrique le concentré de tomates. Et le Fordisme, il est peut-être né là plutôt avant Ford, en fait. Oui, il y a un petit scoop historique dans le livre et dans le film, c'est qu'on rappelle la place primordiale de Heinz dans l'histoire de l'agroalimentaire. Tout ce qu'on dénonce aujourd'hui dans l'agroalimentaire et ses dérives naît à Pittsburgh, pas très loin des aciéries où ont coulé l'acier du capitalisme industriel américain. Et donc, tout commence véritablement à Pittsburgh. Je voulais aussi rendre hommage, et donc il y a un chapitre dans ce livre consacré à l'histoire de Heinz, à la condition ouvrière féminine, parce que souvent dans nos manuels d'histoire, on voit des hommes qui transpirent sur des chaînes de montage Ford. En réalité, les conserveries étaient majoritairement féminines, selon le préjugé sexiste de l'époque qui voulait que les femmes devaient faire ce travail qui était considéré comme un travail de cuisine. Et surtout, il faut savoir que les femmes étaient payées beaucoup moins que les hommes à Pittsburgh. Donc il y a des études de sociologie très intéressantes que j'ai consultées pour le livre, parce que je voulais en effet partir des origines du capitalisme industriel. Et à travers l'histoire de Heinz, eh bien, on peut suivre l'histoire du capitalisme. Ça continue dans les années 80, quand Henry Kissinger lui-même va introduire Heinz en Chine maoïste et va faire de Heinz la première multinationale occidentale qui va diffuser de la publicité à la télévision en Chine. Et ça continue aujourd'hui avec Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, qui effectivement a racheté Heinz, a depuis supprimé de nombreuses usines et détruit plus de 7000 emplois dans l'entreprise. Alors ça raconte l'histoire du capitalisme, mais ça raconte aussi l'histoire du fascisme. Et là, nous nous rendons maintenant en Italie, car ce sont en effet les fascistes qui ont voulu donner une image verte, si je puis dire, de cette Italie qui aurait pu vivre en autarcie. Oui, il y a eu la boîte de conserve est devenue, sous le fascisme, un emblème idéologique très fort. Le fascisme italien a fait le choix d'une politique d'autarcie qui s'appelait l'autarcie verte. Donc on a notamment des images de propagande où on voit Mussolini qui fauche du blé torse nu pour encourager à la production de ce qu'on appelle en Italie le grain, le blé. En fait, cette politique d'autarcie a fait que l'État italien a investi massivement dans l'agroalimentaire
pendant toute la période fasciste et a travaillé notamment sur le packaging, la nourriture industrielle. L'idée, c'était vraiment que cette péninsule pouvait faire toute seule. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'après-guerre, les Italiens avaient une avance technologique importante dans le monde de l'agroalimentaire et que paradoxalement, ça c'est un paradoxe de l'histoire, ce qui était pensé pour l'autarcie a permis aux Italiens de mondialiser l'industrie de la tomate et ils sont allés exporter des machines dans le monde entier, donc en Union soviétique, aux États-Unis, on mais trouvait surtout en des Chine, usines italiennes. avec ce complexe, j'allais dire militaro-politico-policier qui se trouve avec la société Chalkis, et ils ont vendu leur savoir-faire, ce qui a permis à la Chine de devenir le premier exportateur de tomates industrielles, alors que les Chinois en consomment assez peu finalement. Oui, donc en fait, quand cette histoire continue, les Italiens restant les leaders, effectivement, ils vont organiser un immense transfert de technologie en Chine. Et là, on a 3 types d'acteurs italiens qui vont aller en Chine. Les traders de Parme que j'ai rencontrés pour cette enquête, les constructeurs de machines-outils, ceux qui font les évaporateurs, les machines très complexes pour transformer la tomate, parce qu'en fait, c'est pas comme ce qu'on pourrait faire dans notre usine, il faut transformer des quantités phénoménales, des tonnes de tomates à l'heure, donc c'est quelque chose de très complexe à organiser. Et enfin, des acteurs incontournables, parfois liés à la criminalité organisée, les conserveries du sud de l'Italie, en Campanie, entre Naples et Salerne, où là, on a les plus gros acheteurs au monde de concentré qui, eux, importent des barils de concentré pour faire des petites boîtes made in Italy. Et en fait, ces 3 familles d'acteurs économiques sont allés en Chine, sont allés voir les Chinois et leur ont dit « Nous, on vous installe des usines. On vous apprend, on va tout vous apprendre, faire des tomates, les récolter, les transformer. Et à la fin, vous ne payez pas les usines avec de l'argent, mais vous nous donnez le concentré. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que l'Italie est devenue le premier importateur de concentré chinois au début des années 2000. Alors, on va revenir maintenant en Italie, au sud de l'Italie, puisque vous venez de parler de la mafia. Il y a un véritable esclavagisme, d'une certaine manière, dans cette partie de l'Italie, avec des clandestins qui travaillent dans des conditions absolument abominables à la récolte des tomates industrielles, sont principalement d'ailleurs des Soudanais et des Africains qui fuient leur pays. Et là commence effectivement la relation avec l'Afrique, et celle-ci, elle est vraiment terrible. Ce que j'ai voulu montrer à travers cette enquête, c'est que souvent, quand on regarde la crise des migrants, les traitements médiatiques s'arrêtent, on va dire, au bateau. On voit ces images qui sont terribles d'êtres humains qui se noient en mer. Et l'indignation est importante, il faut s'indigner, mais passer la phase d'indignation, il faut comprendre ce qui se passe. Et comprendre, ça veut dire comprendre les mécaniques économiques. Et en réalité, la logique aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on inonde le marché africain de denrées alimentaires et de denrées agricoles qui viennent notamment d'Asie, pour le cas du concentré de tomates. Et les Chinois aujourd'hui ont pris ce marché du concentré. La conséquence directe, c'est que des Africains qui jadis planter des tomates, travailler à la tomate, transformer des tomates africaines pour nourrir, notamment en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, il y avait des filières qui étaient efficaces. Et bien la conséquence, c'est que ces Africains perdent leurs débouchés. Et donc, comme l'agriculture représente 80% aujourd'hui de l'activité économique en Afrique en termes d'emploi, eh bien de jeunes hommes, de jeunes femmes se retrouvent sans emploi et donc vont vendre leur force de travail en Europe. Oui, c'est ce qu'on appelle l'atteinte à la souveraineté alimentaire par cette concurrence déloyale. Tout à fait. Et pour comprendre la crise des migrants, il faut vraiment comprendre la situation et le modèle agricole africain, parce que c'est là en fait que résident les enjeux. Et très clairement, c'est une situation dramatique. Je raconte dans un chapitre du livre que j'ai rencontré un Sénégalais qui jadis récoltait des tomates dans son pays, les emmenait à l'usine, des tomates d'industrie. Il a été obligé de partir quand l'usine a fermé, il se retrouve en Italie et là il est encadré par la mafia pour ramasser des tomates. Ça c'est l'absurdité du capitalisme résumé. Absolument, mais l'Afrique est un enjeu considérable à la fois pour les Chinois et les Italiens qui sont en concurrence pour le plus bas coût possible. Et quand ils sont en concurrence pour le plus bas coût possible, ça veut dire que ce qu'ils vendent à ces malheureux Africains, qui pour beaucoup ont des problèmes de nourriture, ce sont des produits totalement frelatés. C'est la partie qui m'a demandé le plus de travail pour mon enquête. Oui, parce que vous êtes fait passer pour un acheteur. Tout à fait. Je suis allé en fait rencontrer une quinzaine de conserveries chinoises lors d'un très grand salon de l'agroalimentaire. J'ai dit que j'avais des intérêts au Gabon, ce qui n'est pas le cas, je rassure les sociaux qui nous regardent, et que ma famille était dans l'import-export. J'étais une grande famille d'industriels en Afrique, et j'ai négocié en fait des importations de concentré de tomates. Et là, les Chinois m'ont tout de suite proposé de couper le produit pour que ça soit moins cher et de mettre
à ma guise, c'était moi qui décidais, 20% de fibres de soja, 30%, 40%, voire 50%. Et donc aujourd'hui, ce vent se commercialise en Afrique, majoritairement en Afrique de l'Ouest, un concentré qui est coupé. Ce n'est pas indiqué sur l'étiquette. On lit ingrédients, tomates, sel. En réalité, ce concentré est coupé. Et parfois, ça j'ai pu le constater au Ghana, c'est du concentré qui est périmé, qui a perdu sa couleur rouge, qu'on coupe avec des additifs, qu'on recolore en rouge et qu'on écoule sur les marchés. Donc c'est un produit qui est dangereux, c'est un produit qui détruit les filières locales, c'est un énorme scandale sanitaire. Malheureusement, parfois, la corruption des Chinois étant, pour certains cas, dans ce business-là sans limite, eh bien ça se fait avec la complicité de certains dirigeants africains. Je sais qu'il y a énormément de fraude aussi au niveau des codes douaniers. On importe du concentré de tomates et on indique un autre code douanier pour être moins taxé. En fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir une prise sur l'économie si on ne contrôle pas les flux de marchandises. Et je crois que ça, c'est une idée vraiment importante. J'ai voulu, sans finalement faire de propagande et d'idéologie, montrer concrètement les flux de manière factuelle et que chacun puisse voir qu'en fait, les nœuds douaniers, les frontières douanières sont des éléments importants si à un moment on veut intervenir sur l'économie. C'est effectivement assez effrayant s'il n'y a pas de contrôle et d'une certaine manière de souveraineté des États et d'alliance entre ces États pour contrôler cette véritable mafia. Est-ce qu'au départ de votre enquête, vous vous attendiez à découvrir autant de conséquences, autant de révélations de cette tomate industrielle? Non. Non, très sincèrement non. Au début, j'avais cette envie d'aller en Chine, de comprendre cette absurdité. Et en fait, je dois bien avouer que j'ai été complètement avalé par cette tomate. C'est pas moi qui ai croqué la tomate, c'est la tomate qui m'a avalé parce que c'est une histoire en fait qui m'a vraiment passionné. L'histoire de Heinz c'est extraordinaire. 2 ans et demi d'enquête, je rappelle. 2 ans et demi d'enquête. L'histoire sociale de Campbell Soup, j'en ai pas parlé, mais on a des syndicalistes Campbell qui partent faire la guerre d'Espagne. Enfin, il y a une histoire sociale derrière la Campbell Soup qui est extraordinaire et qui ne se limite pas au pop art d'Andy Warhol. C'est un sujet en fait qui vraiment permet d'explorer des tas de facettes et donc cette histoire se termine. Maintenant, c'est d'autres aventures. Justement, vous êtes dans une autre histoire. On va terminer notre entretien. Vous avez écrit un livre qui s'appelle En Amazonie parce que vous étiez allé en immersion de la même manière chez Amazon. Et là, votre prochain opus, si je puis dire, va de nouveau s'intéresser à Amazon, mais sous un angle qui est un petit peu nouveau. Oui, je vais continuer d'explorer en fait l'univers d'Amazon. Régulièrement, là récemment, je suis allé couvrir la grève en Italie des travailleurs Amazon en Italie, et j'ai envie de continuer à réfléchir. Alors peut-être pas seulement sur Amazon, mais aujourd'hui ce que avec représente Amazon dans le rêve les GAFA en général, Google, Apple, qui veulent Facebook. nous promettre un avenir radieux. Voilà, nous promettent un monde qui en réalité est une utopie, qui selon moi, les utopies c'est toujours très bien sur le papier, et il y a aussi des utopies capitalistes, des utopies néolibérales. Quand on les transcrit brutalement dans la réalité, parfois c'est un désastre, et je vais continuer, comme je l'ai fait dans la tomate, j'ai envie de montrer en fait que l'économie aujourd'hui et le néolibéralisme est un rêve que partagent quelques puissants, mais qui, quand on l'applique concrètement, nous mène au désastre, et qu'il faut tout de suite trouver un autre paradigme et rêver autrement le monde, parce qu'avec eux, on va dans le mur. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Mallet, pour cet entretien. Merci d'un journaliste. Et merci aux médias. Merci beaucoup, le journaliste d'investigation, journaliste engagé. C'est ces journalistes-là que nous aimons aux médias, et merci d'être venu. La semaine prochaine, je recevrai une philosophe très originale, très intéressante. Elle s'appelle Corinne Pelluchon, pour son dernier livre qui s'appelle L'éthique de la considération, et aussi un petit fascicule chez un autre éditeur qui s'intitule Manifeste animaliste. Et vous verrez que les idées de Corinne Pelluchon sont à la fois d'actualité et nous permettent peut-être d'envisager ce qu'elle appelle une bonne vie. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Noël, merci Jean-Baptiste.